Bien, après l'exposé brillant de mon collègue Yves Richard, je dois quand même bien avouer que la contribution sera nettement plus modeste. Modeste pourquoi? Parce que d'abord, plus terre à terre, elle se propose de donner de l'épaisseur à ces questions climatiques. Donc, elle s'inscrira dans un pas de temps plus long, les 500 dernières années, grosso modo, ce qui correspond sensiblement à ce que nous appelons l'histoire du climat, le petit âge glaciaire. Modeste, disais-je, parce que j'ai inscrit le contenu de mon exposé à dessein dans un cadre régional, dans le cadre de la nouvelle région, ce qui ne m'interdira pas très régulièrement d'établir des liens entre les phénomènes locaux et les phénomènes nationaux, voire internationaux, à la même époque. De la même manière, je me réserverai le droit aussi d'établir régulièrement quelques connexions avec des situations actuelles, notamment par rapport aux catastrophes récentes. Modeste toujours, parce que je ne parlerai pas, je ne vais pas vous infliger un cours extravagant d'histoire du climat. Alors vous allez peut-être rester sur votre faim, n'hésitez pas à m'interroger à ce sujet dans le cadre de la reprise. J'ai préféré focaliser mon intervention sur les extrêmes. Et là, j'emprunte le terme au climatologue. L'extrême, ce n'est pas une notion d'historien. Et comme je travaille beaucoup en interdisciplinarité, très souvent avec des climatologues, je dois, en tant qu'historien, utiliser aussi leurs termes, même s'ils ne conviennent pas très bien au contenu de notre documentation historique. Donc je vais parler des extrêmes. C'est aussi par opportunisme que je parle d'extrêmes, parce que pour nous, historiens, l'extrême, c'est assez idéal. Il est très bien documenté dans le matériel historique. Le cadre général, je le répète, ce qui va suivre, les résultats que je vais vous présenter, s'inscrivent systématiquement dans la perspective de projets de recherche en pluridisciplinarité. C'est-à-dire par pluridisciplinarité, pas seulement des sciences sociales. J'œuvre avec énormément de collègues qui appartiennent à ce qu'on appelle, comme l'expression consacrée aux sciences dures, nous étant les tenants des sciences dites molles. J'emploie par là climatologues, je vous ai déjà cité, des hydrologues, des géologues, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une approche assez globale qui implique sur le plan méthodologique entre nous de très grands défis, parce que vous allez voir rapidement, on utilise, nous les historiens, un matériel qui parfois peut donner le tournis à des collègues appartenant aux sciences exactes. Voilà, donc pour les remarques liminaires et les précautions d'emploi des termes, je vous propose cette fois-ci de revenir sur la notion d'extrême. Alors je parle sous le couvert de mes collègues, Yves Richard, climatologue. L'extrême, si on résume un peu la notion que cela recouvre, je dirais que l'extrême correspond en climatologie à tout phénomène qui est très éloigné des moyennes climatiques. J'entends par là, pour nous, un extrême va se traduire par une inondation, par une sécheresse, dont a déjà parlé Yves Richard. Nous, historiens, ne trouvons pas ce terme, bien évidemment, dans les archives. Nous sommes plutôt en présence d'une autre notion. L'extrême a été défini par le rapport de l'IPCC en 2012, davantage par les notions de risque. Or, que nous dit-on sur les extrêmes, sur les risques, depuis, une vingtaine d'années? On nous dit, à chaque nouvel extrême, que c'est inédit, que c'était inattendu. Je renvoie au discours médiatique des 3-4 derniers jours, surtout au lendemain de la catastrophe des inondations de l'Aude. Immédiatement, on a réutilisé les mots-clés, on n'a jamais vu ça. Ça revient, c'est vraiment un type de langage systématiquement employé par les tenants des médias, qu'ils appartiennent à des radios publiques, à des radios plus occultes, etc. Ils ont au moins ça en commun, c'est forcément nouveau. Et si vous vous souvenez un petit peu des premiers bulletins d'information, on vous a dit « Ouais, on n'a jamais vu ça. La dernière fois, oui, j'en suis sûr, ils avaient interrogé un monsieur, donc un ancien, oui, comme vous disiez, ça me revient. Un ancien, l'ancien disait « Ah oui, absolument, je confirme, je suis un ancien. Je n'ai pas vu ça depuis 1999. » Un saut en arrière, 2010, l'arc atlantique français est balayé par une tempête, Xynthia. Que déclare à l'époque le ministre, et qui en même temps était président du Conseil général, on parle encore de conseils généraux, il dit non,
Ça n'est jamais arrivé. J'en ai la preuve formelle, j'habite là depuis 30 ans, je n'ai jamais vu ce type de phénomène. Alors, je vous vois sourire, mais n'empêche que c'est ce qui est ressassé de manière systématique, utilisé tant par les locaux, sous le coup, je pense, de l'influence médiatique, que par les acteurs des médias, ou encore par les élus. On pourra peut-être discuter au terme de mon intervention sur les raisons pour lesquelles les élus emboîtent le pas aux médias de manière, je le répète, systématique. Donc, nous, on parlera plutôt de donner, enfin en tout cas l'objectif de l'intervention, c'est plutôt de donner de l'épaisseur à cette affaire d'exceptionnel, d'inimaginable. Hein. Parce que si c'était dit exceptionnel, on ne peut pas prétendre être prêt. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est imprévu. On a été inondé, l'immeuble du Signal s'est effondré après la vague de tempête hivernale de 2013, etc., etc. Est-ce que vous voyez venir? Ce que je sous-entends par là, c'est qu'il y a aussi des objectifs qui sont triviaux dans l'emploi de ces termes clés. Alors, la réalité des archives tranche de manière singulière avec ce qui est affirmé, y compris par de grands chercheurs, en particulier un qui fait référence quand on parle de risque, tourisme, industriel, naturel, etc. C'est Ulrich Beck qui, en 1992, publie un livre absolument magnifique qui est consacré à la société du risque. Et finalement, il va un petit peu graver dans le marbre la perception qu'on a sur l'aptitude des sociétés à s'adapter, à faire face à un risque, quel qu'il soit. Que dit-il? Eh bien, il est relativement affirmatif en expliquant que finalement, avant la révolution industrielle, il faut situer ça après 1850, ou un petit peu plus loin, dit plutôt davantage vers 1900, 1920, début du XXe siècle, eh bien, avant cette période, les sociétés sont incapables de faire face à ces risques. Pourquoi en sont-elles incapables? Parce qu'elles sont, je résume à l'extrême, j'en ai bien conscience, c'est l'idée générale, parce qu'elles sont archaïques, ultra conservatrices. Ce qui fait que tout risque, tout aléa, tout extrême, est perçu comme une fatalité, irréversible. On l'a subi, d'autant plus que ces sociétés, ça l'explique très bien, sont pétries de religiosité, christianisme si on est en Europe, islam si on est en Afrique du Nord, etc. etc. Donc la messe est dite, en quelque sorte, avant 1900, on a des sociétés qui ne font qu'encaisser les coûts, et notamment les coûts du climat. Au fait, quelle différence fait-on entre climat et météorologie? Parce que nous, historiens, flirtons en permanence avec les deux notions. La météorologie, c'est le temps qu'il fait sur une période courte. La climatologie, si je suis un vrai climatologue, ce que je ne suis pas, je dirais, c'est un pas de temps, une observation du temps qu'il fait sur un pas de temps, un minima, je crois, d'une trentaine d'années, ce que je dis de bêtises. C'est ça, grosso modo. Donc ça va être un petit peu la virtuosité des historiens. Ils vont utiliser des données météorologiques, comme les climatologues, pour reconstruire du climat, mais du climat passé. C'est-à-dire que le contenu de mon exposé est en amont des propos tenus par Yves Richard. Alors, le petit âge glaciaire, puisque j'y ai fait allusion, le petit âge glaciaire, c'est une période, les bords chronologiques font toujours débat entre nous. Vous voyez, il y a des débats parmi les climatologues, mais aussi parmi les historiens. Il démarrerait autour du XIIIe siècle, pour perdurer jusqu'au milieu du XIXe siècle. On cale la date ultime par rapport à l'évolution des glaciers. Dans les faits, en tant qu'historien travaillant sur d'autres indicateurs climatiques, ça me semble être loin d'être une généralité, tout simplement parce qu'on a encore des inondations de débâcles, de fond, de glace, sur les cours d'eau européens, notamment français, jusqu'aux années 1870, voire 1880. On voit à la campagne de 1870 et à l'hiver de 1871, le siège de Paris, c'est vraiment un hiver particulièrement extrême, puisque je suis là pour parler d'extrême. Et donc ces sociétés n'étaient pas si fatalistes. J'en veux pour preuve l'emploi, ou en tout cas le recours au dictionnaire de l'époque. Les premiers dictionnaires apparaissent au XVe, XVIe siècle, ils se formalisent véritablement, ils se densifient, s'enrichissent au XVIIe siècle. Et si vous regardez un des premiers dictionnaires de langue française, c'est le dictionnaire de Furetière, on est à l'extrême fin du XVIIe, il essaie de définir la notion de risque. Il dit que c'est un péril, un très très grand danger, et immédiatement, ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux, il
déroule son raisonnement en disant « Ah, c'est le fait de s'exposer au risque ». S'exposer au risque, on est en 1694. C'est-à-dire que la définition, dès cette époque, implique que l'individu aurait tenté sa chance, tenté le risque. Et la notion d'exposition est très importante aujourd'hui. C'est celle qui est utilisée par exemple par les réassureurs. Au lendemain de des inondations dans l'Aude, les assureurs, eux, vont essayer de mesurer l'exposition au risque durant les inondations pour essayer d'en extraire un retour d'expérience qui permettra ensuite, mais les services de l'État font la même chose, ensuite de réduire cette exposition au risque, qui porte aussi un autre nom et qui est aussi défini dans les dictionnaires de l'époque, c'est la vulnérabilité. Parce que cette affaire climatique, hier, aujourd'hui et demain, c'est quand même avant toute chose une exposition de vulnérabilité. La question métaphysique que l'on se posera, cette vulnérabilité la suivante, cette vulnérabilité est naturelle, inscrite dans les gènes de l'homme, ou bien très régulièrement, en fonction des périodes, il a décidé sciemment de s'exposer face au risque, en l'occurrence ici, au risque climatique sous la forme d'extrêmes. Donc je reboucle, je vous ai parlé d'extrêmes, je vous ai dit que ce terme extrême nous embête un peu en tant qu'historien, parce qu'on ne le verra jamais dans nos archives, mais dans les faits, l'extrême débouche sur quoi? Sur un impact socio-économique. Ce qui permet de faire la soudure, si vous permettez l'expression, avec l'historien, qui lui est bien confronté à un autre terme, qui apparaît sémantiquement, c'est la notion de catastrophe. Et d'ailleurs, si on faisait un sondage très rapide dans la salle, ou à l'échelle nationale, l'extrême, c'est un terme qui échappe totalement à l'écrasante majorité de nos concitoyens. Ce qu'ils retiennent, eux, c'est la traduction socio-économique de l'extrême, et qui nous convient parfaitement, la catastrophe. Alors un dernier retour sémantique, mais c'est important de revenir à la sémantique, parce que là encore, les médias, souvent des acteurs importants, publics et ainsi de suite, utilisent à tort et à travers ces notions. C'est grave parce que ça crée une confusion chez nos concitoyens, et en plus ça malmène la langue. La langue doit être défendue, ça ne m'empêche pas de pratiquer l'anglais, publier en anglais. Mais le français est relativement bien fait, en plus il a des racines qui sont très profondes, qui vont jusqu'au grec si on parle de risque, de catastrophe, c'est la catastrophée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sens de la tragédie grecque, la catastrophée, c'est un moment de passage, un bouleversement de la tragédie. Mais attention, ce n'est pas forcément un bouleversement négatif, c'est un bouleversement qui va appliquer un très très fort impact sur la société, qui va devoir, pour s'adapter, choisir un nouveau modèle. On est donc bien au cœur du sujet, me semble-t-il. Pourtant, on n'utilise que des termes du passé. J'essaie simplement de vous démontrer l'actualité de l'histoire, de l'approche historique dans la perspective du débat sur ces questions du changement climatique. Alors, je vous ai dit, je vous ai parlé d'extrêmes, de catastrophes, et hier, j'écoute beaucoup la radio, hier, ils remettent sur le tapis les catastrophes. Je ne sais plus quel journal ou quelle radio, ils disent oui, on a la preuve formelle que ça augmente, puisque les dommages des catastrophes augmentent. Ça revient en boucle dans tous les commentaires, sur les chaînes publiques, etc. C'est vraiment une perception totalement erronée du risque climatique. Cette courbe est celle du CRED, qui est une référence absolue, qui publie effectivement des courbes sur l'impact du changement climatique sur les sociétés. Elle est souvent utilisée, elle est juste, la courbe, indiscutablement, il n'y a pas à remettre en cause le travail des collègues, ce sont plutôt des économistes. En revanche, on utilise l'augmentation, cette courbe, pour dire c'est la preuve que le changement climatique, non, c'est la preuve qu'il y a de plus en plus de catastrophes, donc de plus en plus d'extrêmes, excusez-moi. En fait, ce que mesure cette courbe, c'est le coût des extrêmes. J'entends par là qu'un extrême qui serait météorologiquement faible peut coûter une fortune s'il se déroule, s'il intervient dans une région, fortement urbanisée, avec de très gros enjeux économiques. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'usines, elles sont mises au chômage technique parce qu'il y a 2 jours de pluie, ça monte de 10 cm dans les ateliers, tout est paralysé, et vous allez avoir cette courbe qui va grimper. Dans l'absolu, je le fais souvent avec mes étudiants, je leur dis, un extrême, c'est impossible aujourd'hui, je ne vois pas comment pourrait se présenter un tel cas de figure, mais un extrême climatique qui se produirait dans une région déserte.
d'hommes. Ce serait bien l'extrême climatique qui pourrait être mesuré, observé par des climatologues, incontestablement. En revanche, ce ne serait pas quoi? Ce ne serait pas une catastrophe. C'est-à-dire que cet événement passerait complètement à la trappe de toute médiatisation. Donc, changement climatique, extrême climatique et société, c'est indissociable. Donc là, ce qui va suivre, je vais vous présenter quelques résultats. Ça ne prétend pas vous présenter tous les extrêmes. Nous, les historiens, et là je vais citer un de nos grandes puissances tutélaires, c'est Marc Bloch, pour ne pas le nommer, il a coutume de dire oh, l'historien c'est un ogre. Il cherche partout dans ses vieux papiers la chair humaine. C'est exactement ce que l'on fait quand on fait l'histoire du climat en général et l'histoire des extrêmes en particulier. Alors, est-ce qu'il faut se fier à ce qu'on nous dit? Est-ce que finalement, on prend aujourd'hui les unes après les autres toutes les catastrophes, ce qui marquerait une rupture avec les temps passés, un temps passé qui serait finalement, permettez-moi l'expression, un bon vieux temps? Il n'y en avait pas, les gens vivaient bien, ils ne souffraient pratiquement de rien. La météorologie était parfaite, on avait de vrais hivers, on avait de vrais étés, de vrais printemps, on avait enfin de la neige à cette époque, puisqu'on n'est plus très nombreux finalement à avoir vécu de vrais hivers. Eh bien, la réponse est dans ce genre de choses. Mon collègue vous a présenté quelques séries de données, etc. Et vous avez ici la première rupture interdisciplinaire quand un historien travaille avec des climatologues. C'est-à-dire qu'il va travailler majoritairement avec des sources qui ne sont pas statistiques. Son information est issue de textes. Texte écrit, texte imprimé. Il faut attendre l'extrême fin du XVIIIe siècle pour qu'il puisse enfin glaner quelques données instrumentales, c'est-à-dire des gens spécialement dédiés à l'observation du temps qui, tous les jours, enregistraient les pressions barométriques, les températures, etc. etc. Cela dit, ce phénomène de mesure du temps est beaucoup plus précoce qu'on imagine. La France, on peut pousser un peu corico, était vraiment un des fers de lance de la science météorologique, puisque dès les années 1660, à l'instigation de l'État royal, Colbert et son roi, Louis XIV, on bâtit une espèce de temple du savoir, l'Observatoire de Paris, créé immédiatement une espèce de cénacle de scientifiques. C'est l'actuelle Académie nationale des sciences. À l'époque, on parlait d'Académie royale des sciences. Et tous ces gens, ces scientifiques, car c'était bien des scientifiques, vont commencer à observer le temps qu'ils faisaient. Ce qui fait que nous, Français, disposons des premières séries météorologiques pour Paris seulement, c'est important, dès les années 1640, 1650. C'est vraiment une exception à l'échelle mondiale. Voilà, le petit côté chauviniste de l'exposé. Revenons-en quand même à ce qui fait véritablement le travail de l'historien. Ce sont des sources très diversifiées, mais qui, au passage, vont vous démontrer la dimension, l'importance de la chair humaine, aurait dit une fois de plus Marc Bloch, de cette question climatique. Qu'y trouve-t-on? On y trouve des journaux intimes. Et dans ces journaux intimes, vous avez ici l'exemple d'un vigneron de Besançon qui s'appelle l'Aviron de Tromet. Elle est vraiment passionnant parce qu'il est truculent en réalité. C'est un vigneron, donc c'est des gens de conditions très très modestes qui vivaient dans un quartier, une espèce de ghetto vigneron viticole à Besançon, c'est le quartier battant. Et c'était une population extrêmement modeste et à la fois extrêmement conservatrice. Donc notre homme alterne des commentaires politiques. Alors c'est un bouffeur de révolutionnaires, il y a eu des bouffeurs de curés, lui c'est un bouffeur de révolutionnaires, et en même temps, il observe les vignerons. Vous imaginez bien, il est en première ligne sur le front météorologique de l'époque, ce qui viendra pour nous du climat. C'est-à-dire qu'il observe, mais vraiment au jour le jour, dans son livre de raison, son journal privé, l'influence du temps sur la croissance de ces vignes. Alors, il n'a pas de thermomètre, il est incapable de l'utiliser, il est très 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 peu instruit, ça n'empêche pas d'avoir un excellent bon sens, savoir tout de suite identifier les types de phénomènes météorologiques qu'il va enregistrer ici de manière systématique. Donc ça permet de reconstruire du climat, et c'est ce qu'on a fait à partir de journal avec des climatologues du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement il y a une petite dizaine d'années aujourd'hui, parce qu'il indique aussi les dates de bande vendange. Je n'insisterai pas parce que les dates de bande vendange permettent de reconstruire des moyennes de température
ils n'ont pas de rapport direct avec les extrêmes. Encore que, ils les notent, hein, les coups de gel, les coups de sécheresse et ainsi de suite, sont bien enregistrés. Deuxième type de document, c'est une manne, un filon très très important pour les historiens du climat, c'est le segment religieux, la veine religieuse. Pourquoi? Primo, pour une raison administrative. Un curé, normalement constitué à partir officiellement du XVIe siècle, mais en réalité, ça rentre vraiment, c'est standardisé seulement à la fin du XVIIe siècle, un curé est contraint d'enregistrer dans les registres paroissiaux toutes les naissances, enfin baptême, mariage et décès. Et le curé ne se contente pas que de cela. S'il enregistre de plus en plus de décès, il va tenter de livrer une explication. Alors, peut-être que vous dites oui, mais c'est un curé, il n'est pas objectif. Alors, sachez-le, dès la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, le clergé, séculier catholique comme protestant d'ailleurs, adopte un discours par rapport à la chose climatique de plus en plus sécularisé. Ils n'ont pas de connaissances scientifiques forcément, mais ils décrivent l'événement, un extrême météorologique, globalement dépouillé de ses oripeaux religieux, théologiques. C'est-à-dire qu'ils décrivent relativement bien, parce qu'ils ont un peu d'instruction, donc c'est une source de première main qui nous est très très utile. Elle nous est aussi utile, si on travaille sur les extrêmes, parce qu'il enregistre tous les morts. Et si nous on arrive à caler un extrême, par exemple une période de sécheresse, on peut le faire avec nos sources, au XVe, XVIe siècle, au XVIIe siècle, on peut voir aussi l'impact démographique qu'a pu avoir à une époque donnée cet extrême climatique. Et je peux vous garantir que l'impact n'était pas anodin. C'est grosso modo une surmortalité de l'ordre de 30% en quelques mois. C'est une petite moyenne, c'est ce qu'on appelle en démographie historique un cocher de mortalité. Alors souvent, le mauvais temps, et Hervé Richard l'a précisé, se conjugue avec d'autres paramètres. Une bonne guerre, une bonne épidémie. Et tout ça vous fait une bonne crise démographique. Autre indicateur, donc le vendange dont j'ai parlé, vous avez donc ces sociétés scientifiques qui se mettent en place de manière généralisée au XVIIIe siècle, souvent, je le répète, à l'instigation des États, s'occuper de l'environnement et du temps, pour un historien, en tout cas c'est ce qu'il observe lui, c'est pas un parti pris, c'est l'affaire de l'État. Ça c'est important hein, aussi. La prise en charge du risque, c'est globalement l'affaire de l'État. Au début c'était l'affaire des Églises, avec la construction des États à la fin du Moyen-Âge, puis des États modernes et enfin avec les États comme l'État républicain dans le cas français, on voit se constituer ces sociétés qui ont, dans le cahier des charges, une mission météorologique clairement définie. Alors, j'ai cité ici, c'est pas bien, hein, une société qui n'est pas française. C'est la Societas Meteorologica Palatina, société allemande qui était installée à Mannheim, dans la vallée du Rhin. Pourquoi je cite celle-ci et pas la Société royale de médecine de Paris ou l'Académie des sciences? Je l'ai déjà fait, cela dit. Tout simplement parce que les correspondants bourguignons de Dijon travaillaient pour cette société allemande de météorologie. Et toutes ces sociétés sont en compétition, donc elles rivalisent, elles achètent sans cesse de nouveaux instruments, des thermomètres, des baromètres, etc. Et mettent en place des protocoles d'enregistrement, bien avant la création de l'Organisation mondiale de la météorologie. Ça qui est intéressant. Il y a vraiment un intérêt scientifique pour la chose météorologique qui nous permet aujourd'hui de refaire du climat passé. Deuxième étape, quand on travaille, donc on a collecté, on est allé dans ce que j'appelle sur le front des archives, hein, comme un mineur de fond, on gratte, on fait tomber. Ces documents, vous l'avez vu ici, hein, représentent des dizaines de mètres linéaires. Et malheureusement, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ces informations météorologiques ne sont pas regroupées dans des séries d'archives particulières. C'est-à-dire qu'elles sont disséminées. On utilise donc les archives religieuses, parce que les religieux ont des intérêts, il faut donner le Saint-Sacrement aux défunts. Parallèlement, l'Église possède beaucoup de biens fonciers, donc elle est très sensible aux coûts météorologiques aussi, etc. Vous allez avoir les villes. Les villes sont de très bons indicateurs, parce que, je ne sais pas, je suppose qu'il y a des élus parmi vous, l'histoire des délibérations municipales, c'est vieux comme les villes. Les premières délibérations apparaissent au XIIe siècle. Personnellement, je commence à avoir des séries continues qui me permettent de faire des reconstructions à compter du XVe siècle. Si on prend des grandes villes comme Montpellier, Toulouse, Paris, Besançon, ça démarre
Oui, Besançon démarre en 1480 à peu près, les séries de délibération. Alors, vous allez me dire quel est le rapport, les élus, alors à l'époque on parle des chemins consuls, c'était dans le sud, quel est le rapport avec le climat. Le climat, surtout un extrait, a un impact direct sur la société urbaine. En particulier il hypothèque les approvisionnements en blé, en céréales et en bois. Ça signifie qu'en 48 heures, là encore, on dit qu'on n'a jamais vu ça à chaque crise financière, sachez que l'historien qui travaille sur le climat, il observe aussi l'ancienneté du phénomène spéculatif. Je suis mais vraiment sidéré par la réactivité du marché dès qu'un extrême climatique au XVIe, XVIIe siècle se produit. J'entends par là qu'en quelques jours, je ne parle pas de semaines ou de mois, les prix flambent. Les prix flambent avant même qu'on soit face au problème sur le marché de la vigne. Les prix flambent tellement que les échevins font de l'interventionnisme. Ils envoient leur milice, c'est l'équivalent d'une garde municipale, dans la suite garde nationale, faire des raids chez ceux qui accaparent les grains, qui accaparent le bois. Parce qu'un citadin sans bois et sans grains, il crève de faim, il meurt. Il meurt, mais avant de mourir, le problème c'est qu'il va être très mécontent. Et à cette époque, les concitoyens étaient mécontents, pour un élu c'est extrêmement risqué. Alors les archives parlent pudiquement d'émotion populaire. Ça oui, il est très émotif. C'est-à-dire que ça peut passer par une liquidation massive du conseil municipal au XVIIe ou XVIIIe siècle. Potentiellement, oui, on a des quantités d'exemples d'assauts lancés contre les hôtels de ville. Donc, ayez quand même une perception bien réelle des risques climatiques. C'est la raison pour laquelle ces archives enregistrent, ces élus enregistrent parfaitement le phénomène. C'est-à-dire que les élus, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe, ils vont avoir un discours aussi très rationnel. Ils vont dire la sécheresse, on a repéré l'absence d'eau. Il ne pleut plus dans la ville. Et puis si ça dure, on va passer à l'autre stade. Ils vont dire, on a un problème, c'est que l'eau de la rivière, parce que toute ville est un verrou hydrographique, donc ils regardent prioritairement la rivière qui traverse la ville, ils disent, le niveau baisse. Vous allez voir pourquoi ils sont capables de dire qu'il baisse intérieurement. Et puis enfin, ils vont dire, ah là là, c'est la catastrophe. On est obligé de mettre des soldats, des miliciens, pour rationner la distribution d'eau aux fontaines publiques. Donc, on suit vraiment les trois phénomènes expliqués par Yves Richard juste avant. Donc, ces archives sont fiables. On a la chronologie et finalement l'intensité, ce qui permet de travailler après des hydrologues dans le cadre de programmes le plus important. Deuxième étape, on a accumulé, c'est un travail de longue haleine, on est incapable de produire des résultats en histoire avant au minimum 6 mois, voire 1 an. Et pour cause, vous avez vu un petit peu les matériaux, c'est épais, il faut extraire, il faut traduire, il y a un problème de paléographie, c'est-à-dire de lecture des écritures anciennes, et après il faut collecter et enregistrer. C'est l'intérêt de la constitution de bases de données. Au Crenon Environnement, donc il y a 1 an et demi maintenant, on a obtenu un financement de la Direction Générale de la Prévention des risques, ça nous montre aussi l'intérêt des institutions publiques pour des matériaux, une documentation historique, qui a accepté de financer un ou deux contrats on appelle ça de durée déterminée pour constituer une base de données historiques qui sert de référence, qui sert aussi de référence dans le cadre de programmes européens actuellement et qui collecte pour l'instant tout ce qui a été dépouillé dans le cadre de nos différents programmes de recherche, notamment dans le cadre du programme FP7 à 20 et de programmes nationaux de l'ANF, dans cette base de données. Je passe. Passons maintenant au résultat. On s'interrogeait, était-ce un bon vieux temps, sans extrême? Un temps béni. Alors voilà un enregistrement qui est celui du vigneron, vous savez, mon fameux vigneron, là, un petit peu conservateur, on est ultra conservateur par moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant quelques statistiques toutes simples, vous avez une mention d'événements extrêmes. On est au petit âge glaciaire, donc on a effectivement des précipitations très très soutenues. Beaucoup plus surprenant, ce sont ces mentions de chaleur et de sécheresse. Ça a été une surprise de taille pour nous. Dans un scénario de petit âge glaciaire, on est effectivement dans le scénario du petit âge glaciaire, au sens académique du terme, notre vigneron est extrêmement sensible et en tout cas dénonce très régulièrement les phénomènes de chaleur et de sécheresse, qui ont un impact très rapide et important sur ses propriétés viticoles. Et dans une moindre mesure, alors, je le répète, on est dans le petit âge glaciaire, moins de mentions qui concernent les gelées, les grêles ou les grands froids. C'est un hiatus.
dans le détail. Deuxième type, on parle d'extrême. Voilà un extrême qui nous concerne, nous, au premier chef, Jean de l'Est, que l'on soit Gatien, Lorrain, Franc-Comtois, ce sont les tempêtes, bien sûr. Pourquoi les tempêtes sont-elles si importantes pour nous de toute éternité? Tout simplement parce que nous vivons dans des régions qui sont réputées pour leur taux de boisement, l'importance et la valeur de leur patrimoine forestier. Pour l'historien, je vous dis, il est opportuniste, hein, c'est une espèce de chasseur-cueilleur du paléolithique, il se dirige vers les segments qui lui paraissent a priori les mieux documentés. Et la forêt est vraiment le thème forestier, est vraiment une manne pour un historien qui doit construire du climat. Pourquoi? Eh bien, grâce à une rente de situation, notamment en France, la bureaucratie. Alors, je sais bien, elle n'est pas en odeur de sainteté, c'est pas trop tendance. La bureaucratie, pour un historien, c'est ce qui fait son quotidien de chercheur. Alors, il se trouve que dans le domaine forestier, très précocement, les rois de France ont créé une administration des eaux et forêts. Imaginez un peu, l'administration des eaux et forêts français est sans doute le plus ancien, c'est même avec certitude le plus ancien corps de l'État, avant même les militaires, qui ne seront des militaires réglés que dans le courant du XVIIe siècle. Or, on a des forestiers qui sont installés en Île-de-France, en Normandie, dès les XIIe, XIIIe siècles. Je passe sur les discours administratifs, mais ils ont des obligations. Et déjà, à cette époque, ils ont des obligations papracières. Parmi celles-ci, ils ont l'obligation, au moins à compter du XVIe siècle, de tenir un registre spécial. S'il y a des forestiers parmi nous, des gens qui coupent leur bois, etc., vous reconnaîtrez l'expression, ils ont l'obligation de tenir des registres de chablis. Un chablis, c'est un arbre qui est renversé par le vent. Aujourd'hui, les forestiers distinguent le chablis du volis, qui lui est un arbre plutôt cassé par le poids de la neige, la glace, etc. Nous, on parlera de chablis. Et dans ces registres, les forestiers vont noter tous les arbres renversés par le vent. Quand j'ai dit note, ils notent l'essence de l'arbre, chêne, hêtre, arbre blanc, petit bouleau. Ils vont indiquer sa dimension, la surface concernée. Je pense que vous voyez venir. C'est là que ça vaut la peine d'aller flirter avec des forestiers, des modélisateurs, des ingénieurs forestiers. Parce qu'avec de telles données, on peut reconstruire l'impact forestier de tempêtes parfois très anciennes. Et comme vous pouvez le constater ici, elles sont très anciennes. Pour ma part, je démarre au XVIe siècle, mais grâce à ces registres, elles sont parfaitement, en tout cas, faciles à extraire. Donc là, on est dans l'Est, Bourgogne-Franche-Comté essentiellement. Vous pouvez constater que de toute éternité, on a essuyé des tempêtes. Avec cependant, dans le cas des tempêtes forestières, puisque c'est l'indicateur, incontestablement un phénomène d'accélération à compter de la fin du XIXe siècle. Est-ce qu'on peut pour autant considérer que la seconde moitié du XIXe siècle, qui correspondait sur la courbe de mon collègue, à vraiment l'accélération, à l'augmentation forte des températures, est-ce qu'on peut en déduire à partir de 3 événements de température vraiment extrêmes? Alors pas extrême ici, on utilise l'échelle de Beaufort, puisqu'on n'a pas de données instrumentales. Donc les dommages causés au bois permettent de caler de manière approximative sur cette échelle de Beaufort, qui traduit, qui établit une force par rapport aux dommages. Donc ici, vous avez 3 événements après 1950, qui pour autant, à mon avis, ne peuvent pas traduire une tendance. C'est trop peu. Simplement, quand vous répartissez par demi-siècle, donc 1500-1550 jusqu'à 1950-2000, oui, on a quand même une marge qui est assez impressionnante à compter des années 1900. Cela dit 1900, mon collègue disait, a priori, entre 1900 et 1950, on ne peut pas considérer qu'on soit véritablement dans l'anthropocène, ou en tout cas un largage très très important de gaz à effet de serre d'origine industrielle. Donc ça pose, l'histoire n'apporte que de la complexité, pas de la simplification. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre nos concitoyens comme des idiots, c'est utile. Ils ont aussi à se forger une intime conviction, et puis vous verrez, il y a des applications concrètes dans le cadre de tous ces projets d'adaptation. En voilà une que j'ai extrait dans l'autre de cette série, vous pouvez voir, c'est celle de 1739, ça fait partie des plus violents ouragans qui essuyé le quart nord-est de la France. En pratique, cette tempête avait concerné toute l'Europe. Elle a balayé plutôt l'Europe du Nord et a fini sa course en Allemagne. On avait traité ça dans le cadre d'un programme européen, donc c'était très bien, il y avait des historiens sur tout le parcours de la tempête. Alors comment faisait-on pour pouvoir la suivre? On a utilisé, moi en tout cas pour la partie française, j'ai utilisé ce que j'appelle la filière des clochers, les curés qui enregistraient la chute de leurs clochers.
Donc ça permet de suivre, heure après heure, la progression de la tempête. Avec, ici sur Paris, le fameux Cocorico tout à l'heure, des scientifiques à l'Observatoire de Paris, qui ont des baromètres, qu'on recale avec des climatologues du laboratoire des sciences du climat, et on a comme ça une donnée au moins ponctuelle sur la pression barométrique, une pression en fait qui n'avait pas grand-chose à envier à celle de 1999, que vous avez tous, j'imagine, en mémoire. À l'époque, sur le plan forestier, c'est un désastre absolu. Vous avez tous les procès-verbaux d'aménagement, de réaménagement, les registres de Chablis, mais qui parlent véritablement d'une dévastation généralisée dans le Grand Quart nord-est. Le Louvre, le château de Fontainebleau est ravagé. On ne peut même plus puiser dans les forêts autour de Fontainebleau parce qu'il n'y a plus d'arbres de construction. Et les échos documentaires sont permanents, se retrouvent dans le nord de l'Écosse, c'est le Parlement écossais à l'époque qui enregistre. On a les Anglais, les aristocrates, gentlemen farmers, de Cambridgeshire, etc. Vous avez ensuite les officiers de la Royal Navy, les Français, les marins, les curés, etc. Et puis les forestiers dans l'Est qui sont sur la ligne de front et qui comptent les arbres qui sont en train de tomber devant eux. C'est vraiment du temps réel. On a l'heure à laquelle la tempête intervient dans ces registres. Deuxième type d'extrême, on a beaucoup parlé, si vous vous souvenez, l'hiver dernier, les fameuses inondations. Donc Paris était inondé en janvier 2018. On a fait des émissions, on a mobilisé beaucoup de monde. Et on disait, c'est vraiment des phénomènes de plus en plus fréquents, on est complètement dépassé. Regardez ces cours, elles ne concernent que le Doubs. Mais croyez-moi sur parole, on a actuellement un programme en cours de recherche sur le bassin de la Seine, avec l'établissement public de Seine et des hydrologues, notamment de Grenoble. On a la même chose, sensiblement, la chronologie diffère, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Vous avez donc un facteur de permanence, avec quand même des faits, comment dire, qu'on peut extraire, souligner, par exemple des périodes de rémission, sans événements. Ils sont importants, ces événements, c'est ce que j'appelle moi les rémissions en termes des aléas, parce qu'ils contribuent en fait à nous laisser baisser la garde. Si vous n'avez pas de temps de 50 ans, ça suffit. Aucun élu, le gouvernement n'investira plus un seul centime d'euro dans la prévention. J'ai Xintia en tête, j'ai travaillé sur le domaine. Qu'est-ce qu'on a observé? On avait constitué une équipe, on avait constaté, donc vous savez, mon ministre qui disait, je saurais si c'était produit depuis 30 ans ici. Alors, il avait tort et en même temps il avait raison, c'est très normand, c'est en Charente-Maritime, mais il avait raison quand même. C'est-à-dire que la France n'avait pas subi ce type d'événement, grosso modo, depuis le début des années 50. Et c'était des épiphénomènes qui avaient concerné 2, 3, 4 communes. Donc on est complètement oublié. En revanche, à charge pour la France, c'est que ça n'avait pas été le cas chez nos voisins. 1953, toute l'Europe du Nord avait été submergée parce que les Anglais appellent la Great Storm, avec à la clé entre 2000 et 3000 morts. On construisait l'Union européenne à la même époque. On a complètement fossilisé dans notre mémoire nationale l'existence de ce risque. On construisait Gravelines dans les années 80, et à l'époque, on m'a affirmé, on m'a dit, ouais, mais de toute façon, la France n'a jamais été touchée. Je rêvais le syndrome de Tchernobyl. Et vous plongiez, je l'ai fait quelques années plus tard dans la presse locale, 1953, et on voyait des photos dans la Voix du Nord montrant les dommages causés par cette submersion de 1953 à Dunkerque et à Gravelines et sur le site qui allait devenir un site nucléaire. Donc, des périodes de rémission et puis aussi ce que j'appelle moi des paquets, des épisodes très denses en événements. Donc, première moitié du XVIIe, la fin du XVIIIe siècle, une période très dure, pas tout à fait un hasard si la Révolution française intervient dans ce contexte, même si, j'insiste, et je me tire peut-être une balle dans le pied en tant qu'historien du climat, il n'y a pas de monocausalité climatique dans la Révolution française. Mais le climat a indiscutablement joué un rôle, indiscutablement, parce qu'il a contribué, on parlait de sécheresse, il y a eu aussi des orages en juillet 1788 qui ont provoqué une flambée des prix du pain à Paris, et le paroxysme du prix est intervenu en mai 1789. C'est-à-dire que la population, les gens modestes, sont chauffés à blanc, ils n'arrivent plus à nourrir les familles, leurs familles. Donc là, on peut avoir une conjonction favorable entre les élus, les décideurs politiques, en tout cas les penseurs, entre guillemets, et le petit peuple. Passons, si vous voulez, à un autre événement,
Yonne, pardon, un autre cours d'eau, c'est Yonne. Qu'utilise-t-on, par exemple? C'est dit et répété qu'on a très peu de données mesurables. On en a quand même régulièrement. C'est ce qu'on appelle les repères de crues. Parce que les sociétés anciennes, ce n'étaient pas de moyens techniques et scientifiques très poussés, veillaient en revanche à enregistrer chaque événement extrême. Ici, il s'agit de relevés opérés donc sur une échelle de crue qui avait été placée dès le XVIe siècle sur un mur de l'église Saint-Maurice à Sens. Donc c'est exprimé en pied, en toise, etc. Mais c'est un jeu d'enfant à convertir en métrologie moderne. Et ça vous donne ceci, cette série d'événements à partir de l'observatoire de Sens. Au passage quand même, trois événements pardon, ont été passés à la trappe, qu'on a retrouvés récemment dans le cadre de cette étude pour l'établissement public de Sète. Donc c'est pas parfait. Il importe de croiser les documents. Alors pourquoi est-ce que c'est pas enregistré à Sens? Peut-être que parce qu'à Sens, ces trois événements étaient totalement anodins, mais qu'à un autre endroit, c'était des événements majeurs. Parce que quand on parle de climat dans le passé, dans le présent et dans le futur, il y a une notion qu'on ne doit pas oublier. Et faute de l'expliquer suffisamment bien aux gens, les gens adhèrent à des thèses climato-sceptiques. C'est la notion de variabilité. On peut avoir une sécheresse carabinée à un endroit, et à 50 km de distance, ne pas avoir de sécheresse. Je vis dans les Vosges, on n'a absolument pas la même chronologie d'événements extrêmes, j'entends épisode froid ou épisode sec, que dans la plaine, qu'en Haute-Saône. Pourtant, à vol d'oiseau, on est à une cinquantaine de kilomètres. Et ça, il faudrait le répéter parce que ça nourrit la théorie du complot. Et très peu le font chez les scientifiques. Je pense que c'est vraiment une faiblesse de notre part. Troisième type d'événement extrême, bien entendu, les sécheresses dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé cet été. Alors la sécheresse est une réalité, ça c'est une image qui pour moi est dramatique. Donc on est très très en amont de la vallée du Doubs cet été, et voilà ce que ça donne. On avait d'autres photos qui ont circulé sur Facebook, etc., montrant des poissons en train de crever. Dans l'Est républicain d'hier, il y avait un très bel article sur le lac de Bouvron qui montrait donc un monsieur qui était désespéré, et ils sont tous en train de mourir par les brochets, les cartes, etc. Mais le journaliste était futé quand même, il a pris soin apparemment de retrouver une carte postale de 1959. Il fait le même cliché, il prend la photo donc, de la vallée du Doubs aujourd'hui, hier, et la photo de 1959. Et effectivement, 1959 est un épisode de sécheresse particulièrement sévère pour une bonne partie de l'Est de la France qu'on retrouve dans les Vosges, par exemple, le lac de Gérardmer, son niveau a descendu considérablement à cette époque, alors que 1976 n'a pas engendré une sécheresse de ce type. Une sécheresse de type agricole. Alors, pour mémoire, le bon vieux temps, rien que pour le XXe siècle, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 événements qui sont déjà produits. 6 événements qui ont provoqué donc, le dégagement complet du lit de la rivière. Vous en voulez peut-être des preuves supplémentaires. 2009, même si 1906. Très très sévère sécheresse. Très bien connu aussi des Suisses qui l'ont subi à l'époque. Il y a eu des difficultés, une mortalité du bétail très très importante en région lyonnaise également. Sur un pas de temps beaucoup plus long, les 5 derniers siècles, qu'est-ce que ça nous donne? Essayez de vous souvenir de la courbe du graphique que je vous ai montré pour les inondations. Alors, vous savez que ce sont des sécheresses, mais en termes d'approche globale, c'est très ressemblant. Parce que vous en pensez, on retombe sur des épisodes denses, d'événements, des périodes de rémission. On n'entend plus parler de sécheresse. Alors, les comptoirs en patois, on parle plutôt de soie-lit que de sécheresse. À nouveau, des rémissions ici. Et si vous étirez sur l'ensemble du pas de temps jusqu'en 2017 à peu près, 2016-2017, là encore, le XXe siècle ici ne traduit pas de tendances particulières. C'est important, vous devez vous dire, oui, mais est-ce qu'il a été capable d'enregistrer toutes les sécheresses? Je travaille là sur les extrêmes les plus extrêmes. Donc je ne mesure pas les phénomènes moyens. Et après tout, c'est l'objectif de ce colloque, etc. On est bien sur l'élément qui marque le plus les populations, qui affecte le plus les sociétés. Or, pour le XXe siècle, on ne peut pas véritablement parler de signal climatique. Même si, effectivement, on a une petite accélération depuis 2006. Enfin, une
climatique majeur qui relie l'échelle locale, donc la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'ensemble du territoire national et au-delà le monde. Je parlerai plus modestement de l'hémisphère nord. Et on n'a pas du tout parlé dans l'évolution du climat, l'évolution naturelle du climat, puisque je parle essentiellement de l'évolution naturelle du climat, c'est l'impact de l'activité volcanique. Or, les volcans ont un impact régulier et extrêmement important sur la machine climatique mondiale. Parmi ceux-ci, deux qui mobilisent particulièrement les chercheurs. Le premier, c'est l'Aki. C'est un volcan islandais qui commence à exploser à partir de juin 1783 et qui cessera son activité éruptive grosso modo en janvier-février 1784. On va avoir une dizaine d'éruptions, le phénomène très bien connu des volcanologues actuels à l'échelle au moins européenne, mais ça se traduit pour nous, nos sociétés, par des phénomènes extrêmement tangibles. Le premier, c'est la constitution d'un nuage. Ce nuage va envahir grosso modo tout l'hémisphère nord. Comment puis-je affirmer ce genre de choses? Grâce aux réseaux scientifiques dont je vous ai parlé. Non seulement ils ont des correspondants nationaux, mais ils ont aussi des correspondants internationaux. Et dans le cas de ce nuage, il est observé en Amérique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, à Saint-Pétersbourg, etc. Donc on a recartographié avec des climatologues le déplacement. Les points noirs sont les spots d'observation, les observateurs. Ça a permis, puisqu'on avait les données barométriques à cette époque, de reconstruire les champs de pression et le déplacement. C'est très important. Vous vous souvenez que 2011, avril 2011, on a découvert qu'un volcan pouvait affecter notre vie quotidienne, notre d'Européens. Tout le monde est perdu. Quand j'ai commencé à bosser sur le Laki, c'était en 2007-2007, j'en avais parlé des représentants de l'État, des services de défense civile, etc. Mais c'est vraiment farfelu. Hein. On va déjà essayer de gérer le problème des inondations, hein, avec ordre et méthode. Puis, 3 ans plus tard, un volcan explosé en avril 2011. Le problème, c'est qu'on avait oublié le risque volcanique. C'est-à-dire que depuis une cinquantaine d'années, on avait bâti tout notre réseau de liaisons aériennes qui transitaient par cette région. Et du jour au lendemain, vous aviez des centaines de milliers d'individus de par le monde qui étaient bloqués, parce qu'on ne pouvait plus voler. Rappelez-vous, hein, ça a duré 15 jours, le nuage s'est baladé, il est passé un petit peu au nord du nord, il est descendu au sud, etc. Donc vraiment, il a joué les perturbateurs quasiment pendant un mois. Et encore, en 2011, on évitait le pire. Le pire, c'est la crise sanitaire. Il n'a pas été le temps en 1784, parce que le nuage, très rapidement, est chargé. C'est un nuage qui évolue à très basse altitude. Il est vu par les gens, puisqu'ils l'observent, ils parlent de la distance, de visibilité, etc. Et en fait, il est chargé, ce qu'ont démontré les collègues dans le cadre de cette approche pluridisciplinaire, c'est qu'il était chargé en dioxyde de soufre, en acide sulfurique, etc., etc. Et nous, dans les registres formation, on note cette augmentation des décès. C'est les Anglais qui débutent le bal, avec un pic de mortalité le plus précoce, puisqu'ils sont plus proches de la ligne de front. Donc courant juillet-août, en France, c'est plutôt septembre, octobre, novembre, selon les régions, avec une surmortalité de l'ordre de 20 à 30%. Mais c'est pas tout. Ça, c'était le premier effet, qui perdure en gros de juin à septembre. Et à partir de novembre, décembre, sans transition, parce que jusque-là, il faisait très très chaud, les témoins en parlent beaucoup, ils parlent aussi donc, de chaleur étouffante, d'odeur d'œufs pourris, et ainsi de suite. À partir de décembre, on plonge dans un hiver extrêmement rigoureux. Je n'oserais pas dire si bien, ça impliquerait des hivers à moins 30 ou moins 40. C'est un peu ridicule. Et là, vous avez les températures à Dijon, vous savez, ces observateurs qui sont correspondants de la société allemande scientifique. Et on observe un premier pic de température très basse, autour de moins 10, à la fin du mois de décembre, une reprise des températures, et après, vraiment un palier de température très basse, compris entre moins 5 et moins 10 degrés. Vous imaginez quand même, hein, la vague de froid, elle dure. Tous les cours d'eau pratiquement européens, nord de l'Europe, sont gelés. La Saône, la Seine, la Tamise, etc. Vous avez des tableaux, hein, il y a des témoignages picturaux. C'est très facile, là encore, à retrouver dans la documentation. Et ça se traduit aussi par un très fort enneigement et de très fortes pluies. Et brutalement, hausse des températures en février. Et troisième effet, ce que j'appelle moi un tsunami fluvial, une vague d'inondation qui se déplace avec la vague donc de température plus élevée, un radoucissement,
en quelques jours et qui va littéralement submerger toute l'Europe du Nord, puisque les Habsbourg, à Vienne, à Prague, etc., parlent du pont, si vous connaissez le pont Charles IV, il a des renforts en bois, etc., parce qu'il a été reconstruit après avoir été emporté en 1784, parce que ce sont des inondations débâcles, les débâcles au sens canadien du terme, sont des blocs de glace qui dérivent. Voilà. Donc, je reboucle avec cette histoire de sociologue qui disait que ces sociétés n'étaient pas prêtes à affronter. Si, elles étaient prêtes, tout simplement parce qu'elles avaient vécu ces événements. Alors, elles pouvaient répondre religieusement. Je l'ai dit très rapidement, ça ne marche plus, mais c'est jusqu'au XVIIe siècle. On continue à imputer la responsabilité des drames climatiques aux sorcières, sorciers, de préférence des sorcières, c'est mieux. On procède aussi, c'est une très belle source pour nous, en réalisant des processions religieuses pour lutter contre le changement de temps, pour demander au bon Dieu un meilleur temps. Alors on peut faire du propluviat si vous affrontez une sécheresse, pour la pluie. Et si vous avez trop d'eau, vous faites du proserenitate, pour la sérénité du temps. Et là, vous espérez une accalmie dans les précipitations. Mais c'est intéressant parce que c'est daté, c'est précis, et tant que vous avez de la possession, vous avez l'événement extrême qui est perdu. À Besançon, en brûle de la sorcière, jusqu'aux années 1620, 1630, si vous connaissez, sur la plage Chamard, c'est vraiment le lieu idéal, il y a de la place. Je retrouve les comptes de fourniture de bois dans les archives forestières. C'est vraiment un cercle vertueux sur le tour incontestablement. Voilà, je passe parce que c'est quand même pas l'essentiel de leur perception et de leur réaction en termes de stratégie. L'essentiel, c'est avant toute chose conserver la mémoire de la catastrophe. Conserver sous des versions extrêmement diversifiées. La plus connue dans le cas des inondations, c'est à chaque nouvelle inondation, on met un repère. Et ce qui est intéressant, c'est que les repères étaient mis dans les lieux stratégiques. Les ponts, les églises, très bien d'aujourd'hui ça ne marcherait plus, parce qu'on est avec des peuples extrêmement chrétiens, pratiquants, que vous êtes sûr que tous les dimanches que bon Dieu fait, ils vont avoir une piqûre de rappel sur le risque auquel ils sont exposés. Il faut savoir qu'on a fait ça aussi dans le tissu urbain, les rues principales, sur les marchés. Et ce que je constate en tant qu'historien, c'est que la majorité, l'écrasante majorité de ces repères d'inondation historique ont été détruits, disparus, grosso modo entre les années 60 et les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repose bien des repères d'inondation. C'est vrai, on en voit, sur des repères qui datent d'hier, de 2003, 2008, 2010. Je pense qu'ils ne permettent pas de percevoir le caractère permanent de ce risque. Les Anglais les exhument, et quand ils n'existent plus, les reconstruisent. Car on est en plein centre-ville. C'est-à-dire que l'assureur avise, non, on n'assure pas. On a les hauteurs, donc les individus savent, en connaissance de cause, à quel type de risque ils s'exposent. C'est brutal, mais c'est relativement efficace. Ça évite, comme on l'a fait récemment dans l'Aude, de passer une population à revenu modeste dans des zones qui étaient inondables et qui, par un coup de baguette magique, parce que les ingénieurs ont monté, il suffit de surélever les maisons, de refaire des trois bassins de détention. Je vous renvoie à l'affaire de l'hôpital de la Carcassonne. Ils ont violé l'été dernier. Et qui a pris l'eau de partout il y a 3 jours. Voilà. S'il y a des élus parmi vous, Besançon en 1734 fait face à une inondation. Un élu byzantin capable de dire, oh là, pas si grave que ça. On parle en 1734. Parce qu'en fait, elle faisait 14 poulies de moins qu'en 1570. Mon défi de trouver un représentant de l'État comme un élu aujourd'hui en mesure de remonter à peu près 150 ans avant. Ça signifie bien quand même que mes repères, ce n'est pas du décor urbain. On les consulte, on les regarde, on les apprend. Voilà. Et enfin, dernière modèle de stratégie, mais c'est un trop vaste débat, et je pense qu'à la limite, il ouvre des questions éventuelles. C'est, à mon avis, un avis humble d'historien, mais on a des plans, on a beaucoup de plans qui nous permettent de voir l'évolution du paysage, en gros, du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est la capacité des sociétés anciennes, souvent, de construire des paysages plus durables. Par plus durables, si on est en zone continentale, mais celles qui est évoquée par les uns et les autres sont les marais, les zones humides, le système de haies, sur les littoraux, c'est le système dunaire, etc. Autant d'éléments qui ont été détruits, là encore, comme des repères détruits, au cours des 30 dernières années. Donc, en guise de conclusion, une approche historique, ça permet de suivre ce que j'appelle moi les trajectoires de vulnérabilité, et pas vivre ce syndrome permanent, ce dogme de l'inédit. Ça permet de mieux réagir et de regarder si les anciens, finalement, ne peuvent pas faire des choses intéressantes. Parce qu'en ce moment, moi, mes interlocuteurs publics disent qu'il va falloir
construire les paysages durables. On a quelques recettes ici. Elles ne sont pas parfaites. Donc il faut mélanger ça de l'ingénierie, etc. C'est pas discutable. Hein. C'est pas une panacée d'histoire. Mais il y a des éléments utiles. Ensuite, contester l'approche seulement technique. Là, au lendemain des inondations de l'eau, comme à chaque fois, que dit-on? Il faut construire la digue. Mais la digue, elle n'est jamais construite dans une optique intégrée. C'est-à-dire que souvent, elle va sauver une commune et aggraver le cas de l'autre, qui sera en aval. On a la même chose sur les littoraux. Troisième point, éviter la fameuse photographie, le dogme de l'inédit, discuter la notion de recrudescence et d'aggravation des risques, lutter contre la rupture mémorielle, le système scolaire joue un rôle essentiel. Titre personnel, je ne dis pas participer au plan de formation aux enseignants, quand les académies me sollicitent, je leur donne des clés, je donne des profs des écoles, vous allez en mairie, vous allez récupérer telle chose, essayer de faire prendre conscience des risques permanents, sur le commune par exemple. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai du mal à obtenir gain de cause avec des interlocuteurs publics. Ces enfants deviendront des citoyens. S'ils ont connaissance du risque précoce, ils s'opposeront forcément à des programmes d'organisation inondables à un moment ou à un autre. C'est un début, c'est très modeste. Je suis pessimiste sur les négociations internationales, je suis extrêmement plus optimiste à l'échelle locale. C'est simplement sans donner les moyens. Voilà, je n'insiste pas, je vous remercie. Marche là. Oui, merci beaucoup pour ces deux exposés très pédagogiques qui, je pense, posent bien le cadre pour la suite de la journée. On a 45 minutes de retard. Je n'y suis pour rien. Donc maintenant il y a une pause poster. Si